Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jeune inconnu qui a révélé la vérité, quand le juge s'est moqué de la mauvaise personne. Lieu, tribunal du comté de Fulton, Atlanta, Géorgie. Dans l'atmosphère feutrée et grave d'une salle d'audience à l'ancienne, les boiseries sombres aux murs semblaient absorber la lumière du matin filtrée par les grandes fenêtres poussiéreuses. Des colonnes sculptées soutenaient un plafond orné de moulures usées par le temps. L'odeur de vieux cuir, de papier jauni et de cire d'encaustique imprégnait l'air, comme un rappel persistant que cette salle avait vu passer des décennies de jugements, de larmes et de sentences définitives. Les bancs étaient remplis. Les journalistes installaient discrètement leurs bloc-notes et caméras miniatures. Des membres du public, curieux ou déséuvrés, chuchotaient entre eux. Les conversations étaient sourdes, étouffées par l'autorité silencieuse que cette salle imposait d'elle-même. À la barre, un jeune homme noir, frêle, à la mâchoire tendue, attendait. Il s'appelait Thomas Gray, 18 ans. Les mains jointes, il regardait droit devant lui, mais son regard trahissait l'angoisse. Il était accusé de vol aggravé dans une bijouterie de luxe en centre-ville. La victime, le propriétaire du magasin, n'avait pas daigné se présenter. Un seul témoin, un agent de sécurité, avait prétendu avoir vu Thomas fuir les lieux. Aucun enregistrement net, aucun ADN, juste une vague ressemblance, et un préjugé trop facile à dégainer. À la présidence, le juge Franklin M. Porter trônait, drapé dans sa toge noire. Homme blanc d'une soixantaine d'années, le front ridé, les lèvres pincées en une moue permanente de scepticisme, il était réputé pour ses jugements rapides et son ton tranchant, en particulier envers les jeunes noirs issus des quartiers populaires. Il aimait rappeler qu'il n'avait aucune patience pour les excuses sociétales. Son regard passait de Thomas à la table de la défense. Mais ce qu'il vit le fit froncer les sourcils. Un jeune garçon entrait. Littéralement. Un adolescent. Il n'avait même pas l'air majeur. Il portait un costume gris foncé, un peu trop grand pour lui, mal ajusté aux épaules, avec une chemise blanche boutonnée jusqu'au cou. Sa mallette, presque disproportionnée par rapport à son corps mince, balançait doucement à la main. Il avançait sans hésiter, droit, le regard ferme, mais calme. Ses pas résonnaient étrangement dans le silence soudain de la salle. Un murmure se répandit dans l'assemblée comme une onde. C'est une blague. C'est qui ce gamin? Il est stagiaire. C'est le petit frère de l'avocat. Même les journalistes baissèrent leurs stylos, intrigués. Le juge plissa les yeux. D'un ton sarcastique, il lança, sans cacher son mépris. « Je suppose que c'est une erreur de planning ?» Le camp d'été des futurs avocats, c'est au tribunal d'Aix en Grave-Côté. Des rires fusèrent dans la salle. Un rire sec et méprisant s'échappa même du procureur. Sur les bancs du fond, quelqu'un toussa pour masquer un éclat de rire plus franc. Mais l'adolescent, imperturbable, s'arrêta devant la barre. Il leva les yeux vers le juge, sans trembler. « Je suis maître Elia Brox, représentant officiel de M. Thomas Gray dans cette affaire. Ma présence a été validée par le programme fédéral pour jeunes prodiges judiciaires. J'interviens ici sous l'autorisation expresse de la Cour suprême du district sud de Géorgie. » Le silence retomba comme un couperet. Le juge haussa les sourcils. Il tourna la tête vers son greffier, visiblement agacé. « Confirmez-moi cette absurdité. » Le greffier, un homme grisonnant en chemise amidonnée, fouilla ses papiers, consulta rapidement un document avec un léger tremblement, puis leva les yeux. « Oui, votre honneur. L'autorisation est bien enregistrée. La Cour fédérale a donné son aval. » Le nom d'Elia Brox figure sur la liste spéciale des jeunes représentants habilités à plaider dans des contextes de tests et d'observation judiciaire. Un silence gêné s'installa dans la pièce. Même les rieurs de tout à l'heure regardaient à présent Elia avec prudence, certains avec honte. Le juge grimaça. Il tapota le rebord de son pupitre avec ses doigts. « Très bien. Mais que ce soit clair, si vous vous ridiculisez ici, ce sera au nom de ceux qui vous ont laissé jouer à l'avocat. Continuez. » Elia inclina légèrement la tête, respectueux mais sans soumission. Il ouvrit sa mallette, sortit un dossier bien ordonné, et s'installa calmement. Et dans cet instant suspendu, alors que tout le monde le regardait comme un imposteur sur le point de s'effondrer, personne ne savait encore qu'il allait changer à jamais l'histoire de cette salle d'audience.
Le procureur Dwight Harlan, un homme d'une 50aine d'années au crâne dégarni et à la cravate trop serrée, se lève avec l'assurance de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. Il tapote son dossier contre la table, jette un regard suffisant au jury, puis se tourne vers le juge. « Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, l'État présente une affaire claire. » Il se déplace lentement devant la cour, les mains croisées dans le dos, avec un sourire contenu. À 19h42, le soir du 8 juin, une bijouterie de luxe a été cambriolée. Une vidéo de surveillance, floue, certes, mais authentique, montre une silhouette masculine quittant précipitamment les lieux. L'agent de sécurité, M. Raymond Seller, affirme avoir vu un jeune homme noir correspondant à la description de l'accusé, M. Thomas Gray, fuir en direction du métro. Harlan lève une main, dramatique. La vidéo, le témoin, la proximité avec le lieu du crime, tout pointe vers l'accusé. Il retourne à sa place, satisfait. Elijah Brooks se lève lentement. Aucun mot au début. Il ajuste calmement sa veste trop grande, s'avance vers la cour, saisit la télécommande de la vidéo. Son calme impressionne. La salle s'étue, l'attention suspendue à ce jeune avocat au regard perçant. « Votre honneur, si la vérité est ce que nous cherchons ici, alors permettez que nous la regardions de plus près. » Il appuie sur un bouton. L'image de la vidéo de surveillance s'affiche à l'écran géant. Granuleuse, de mauvaise qualité, mais visible. On y voit une silhouette encapuchonnée, pressée, passer devant la vitrine brisée d'un magasin. Je demande que nous agrandissions l'image. Et ralentissions la séquence. Le technicien s'exécute. Les pixels se déforment légèrement, puis une image plus lisible apparaît. On distingue les chaussures du suspect. Rouges, avec des semelles jaunes. Elia se retourne lentement vers la cour. Monsieur Gray portait, lors de son arrestation, une paire de Air Jordan noirs. Modèle rétro. Taille 9. Elles ont été saisies par la police. Les voici. Il dépose doucement une boîte sur la table de la défense, en sort les baskets. Toute la salle les regarde. L'effet est immédiat. Je vous laisse juger si ces chaussures correspondent à celles du suspect. Un murmure commence dans le public. Le procureur Harlan plisse les yeux. Il semble mal à l'aise, mais ne dit rien. Elia s'approche de la vidéo une fois encore, pointant l'ombre projetée par le suspect sur le trottoir. Regardez ici, votre honneur. L'ombre du suspect est plus longue que la normale à 7 heures de la journée. En tenant compte de l'angle de la caméra et de la lumière des réverbères, cela suggère une personne d'au moins 6 pieds. Il se tourne vers Thomas, qui lève timidement les yeux. Thomas Gray mesure 5 pieds 7. Pause. Il laisse le silence faire son travail. Ce n'est pas tout. Il retourne à sa table, sort un nouveau dossier. Il le tend à l'huissier, qui le remet au juge porteur. Voici les données GPS extraites du téléphone personnel de mon client. Les métadonnées ont été vérifiées par un expert indépendant. À 19h42, Thomas était à 10 km de la scène du crime, dans un restaurant Chick-fil-A, sur Marietta Street. Il appuie à nouveau sur la télécommande. Une vidéo de caméra de sécurité intérieure s'affiche. Thomas est clairement visible, assis seul à une table, en train de manger, les écouteurs dans les oreilles. L'horodatage en bas de l'écran indique 19h41 et 19h59. Voici également le reçu de sa commande, retrouvé dans sa poche au moment de son arrestation. Un autre document est passé au juge. Le procureur tente de se lever, la voix haletante. Objection, votre honneur, cette preuve aurait dû. Asseyez-vous, monsieur Harlan, interrompt sèchement le juge porteur. Tous les yeux se tournent vers lui. Il semble tendu. Une goutte de sueur descend lentement sur sa tempe. Elia, toujours calme, s'avance un peu. Alors, pourquoi la police n'a-t-elle pas vérifié ces éléments? Pourquoi ce reçu, cette vidéo, ces données GPS, ont-elles été ignorées? Il se tourne vers le jury. Étaient-ce de la négligence? De l'incompétence? Ou bien, quelque chose de plus insidieux? Il laisse un silence pesante se installer. Puis, en fixant le juge droit dans les yeux. Ou alors, était-ce un cas de préjugé raciste? Un frisson parcourt la salle. Un juré se tortille sur sa chaise. Une journaliste baisse lentement son stylo. Le juge porteur,
Soudain très pâle, ajuste ses lunettes. Personne ne rit cette fois. Pendant la pause, alors que les murmures bruissent encore dans la salle après les révélations d'Elia, le juge Franklin, M. Porter, reste seul sur son siège surélevé, frottant ses tempes, troublé. Le greffier, un homme d'une 50aine d'années au regard inquiet, s'approche doucement de la barre. Il ne dit rien, mettant un dossier classé confidentiel, marqué d'un simple sceau rouge, fédéral réservé juge Only. Porter arque un sourcil. Il saisit le dossier d'une main distraite, puis, à mesure qu'il lit les premières lignes, son expression change. Ses lèvres s'entr'ouvrent. Sa machoire se contracte. Dossier confidentiel, résumé de mission. Nom, Ilaïche Nathaniel Brooks. Date de naissance, 3 janvier 2008 Houston, Texas. Âge, 17 ans. QI, 176. Testé à 13 ans par le MIT Cognitive Lab. Formation. Diplômé de Yellow School à l'âge de 16 ans. Major de promotion. Formation fédérale en droit comparé, justice réparatrice et éthique judiciaire. Programme de Affectation, National Legal Genius Initiative. Objet. Opération équité silencieuse, mission d'observation sous couverture visant à tester les biais raciaux, générationnels et professionnels dans les juridictions à risque élevé de partialité. Affectation actuelle. Cour de justice du district de Fulton, État de Géorgie. Statut. Test en cours. Résultats préliminaires. Échec du test d'impartialité de l'honorable Franklin M. Porter. Le juge baisse le document, ses mains tremblent légèrement. Un filet de sueur glisse derrière son oreille. Il regarde Elia, assis calmement à sa table, les mains jointes, le regard levé vers le plafond comme s'il savait déjà. Ce n'était pas un procès. C'était un test. Et il venait d'échouer, en public, en direct, sous les caméras des médias locaux. À la reprise de l'audience, l'atmosphère a changé. Il n'y a plus de ricanement. Le jury fixe Elia avec une curiosité mêlée de respect. Même le procureur Harlan évite son regard. Elia se lève une dernière fois. Pas pour plaider. Pour dire la vérité. Il inspire lentement. Votre honneur, aujourd'hui, ce n'était pas seulement Thomas Gray que vous avez jugé sur son apparence. C'était aussi moi. Son ton est calme, mais son regard transperce. Avant même que je n'ouvre la bouche, vous m'avez tourné en ridicule. Vous m'avez réduit à un enfant qui joue à l'avocat. Sans un instant d'écoute. Sans même la décence d'une présomption de compétence. Il fait une pause. Toute la salle est suspendue à ses lèvres. Un tribunal est censé être un sanctuaire de justice. Un lieu où chaque individu, qu'il soit noir, jeune, pauvre ou marginal, a droit à la vérité et au respect. Aujourd'hui, ce lieu a ressemblé davantage à un théâtre de mépris. Le silence devient lourd. On entend le grincement discret d'un banc. Des jurés déglutissent. Une journaliste prend une photo en douce. Elia baisse les yeux un instant, puis termine. Je suis venu ici pour tester l'intégrité d'un système. J'espérais être inspiré. Mais ce que j'ai vu, c'est un tribunal fatigué, fermé, qui confond expérience avec sagesse, et jeunesse avec incompétence. Il se rassoit. La salle reste figée. Même le juge ne parvient pas à répondre. Il ouvre la bouche, la referme. Il regarde Elia, et baisse les yeux. Le marteau tombe, presque en silence. Affaire classée. L'accusé Thomas Gray est innocenté. Le tribunal est ajourné. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'un tremblement de terre médiatique, d'un scandale judiciaire qui va ébranler bien plus que cette salle en bois sombre. Quelques jours plus tard, alors que les réseaux sociaux s'enflamment encore autour des images virales d'un adolescent plaideur humiliant à la loyale un juge chevronné, un communiqué officiel du département de la justice est publié en conférence de presse nationale. Suite à une opération fédérale de vérification des pratiques judiciaires, l'honorable Franklin M. Porter est suspendu temporairement de ses fonctions. Une commission spéciale procédera à l'audit intégral de ces 17 dernières années de décision, notamment dans les affaires impliquant des jeunes issus des minorités raciales. La salle de presse est pleine. Un silence lourd accueille ces mots. Car ce n'est pas qu'un juge que l'on remet en cause, c'est une époque, une manière de juger, un système tout entier. Des avocats qui n'ont jamais osé parler prennent la parole. Des familles autrefois écrasées par l'autorité du tribunal de Porter demandent réparation.
Les médias rediffusent ses anciennes audiences avec un œil nouveau, traquant les signes de condescendance et de partialité que tant avait normalisés. Pendant ce temps, Elia Brox a disparu. Aucune interview. Aucune déclaration. Son visage circule dans les médias, mais aucun journaliste n'arrive à l'approcher. L'école de droit de Yale confirme simplement qu'il est un ancien diplômé, et le gouvernement se contente d'un communiqué bref. Maître Elia Brox est actuellement affecté à une mission de sécurité nationale. Aucun commentaire ne sera fait pour préserver l'intégrité de ses fonctions. Mais dans les milieux juridiques, son nom devient une légende. À Harvard, Columbia, Stanford, on étudie l'affaire Gray-vs. État de Géorgie comme un cas d'école. Dans les forums internes entre magistrats, on évoque Elia comme un mythe, le garçon au regard de juge, l'enfant qui fait trembler les bancs, la conscience muette du droit américain. Certains le comparent à Thurgood Marshall ou Clarence Darrow, d'autres à un fantôme gouvernemental. Tous s'accordent sur une chose. Il est brillant. Et il est là pour rappeler que la justice n'a pas d'âge. Et Thomas Gray? Le jeune homme, qui n'était qu'un adolescent de plus injustement arrêté, est aujourd'hui blanchi de toutes les charges. Officiellement innocent. Officieusement, symbole vivant de la résilience face à l'injustice. Les caméras le recherchent, mais Thomas, lui aussi, reste discret. Il refuse de devenir un produit médiatique. Il donne cependant une interview silencieuse mais puissante dans un magazine universitaire. « Je n'ai pas été sauvé. On m'a juste redonné ce que je n'aurais jamais dû perdre, ma dignité. » Quelques mois plus tard, Thomas entre en première année de droit à la Howard University. Il y arrive avec son histoire, son silence, et une ambition nouvelle. « Je ne veux pas être célèbre. Je veux être celui qui empêche qu'un autre garçon comme moi soit arrêté sans preuve, sans respect, sans avenir. » Dans un bureau discret, quelque part à Washington D.C., un homme en costume sobre entre dans une salle confidentielle. Il porte un badge sans nom, une mallette noire. Un superviseur du programme fédéral Legal Genius Initiative lui tend un nouveau dossier. Il ne dit qu'une phrase. Mission suivante. Même objectif, exposer la vérité. Le garçon hoche la tête. Elia Brox. 17 ans. Génie du droit. Hombre de la justice. Et veilleur silencieux d'un système qui commence enfin à se regarder en face.